La poliomyélite, on aurait tendance à dire qu'elle n'existe plus. C'est hélas faux, et même si on y est presque, s'arrêter maintenant, c'est être certain que les générations futures, nos petits-enfants, pourront être contaminés. La poliomyélite est une maladie très contagieuse provoquée par un entérovirus. L'infection est transmise par voie digestive, en général de fécale à orale, mais aussi par la toux, les embrassades, le virus restant présent dans le tube digestif et la gorge. La durée d'incubation avant l'apparition des signes est de 9 à 12 jours. Très souvent, il s'agit d'une forme asymptomatique, sans aucun signe clinique, mais parfois on peut avoir des symptômes bénins comme de la fièvre, des céphalées, une fatigue, des vomissements ou des douleurs des membres inférieurs. C'est ainsi que se présentent 90% des formes de poliomyélite. Elle touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Son diagnostic repose sur la présence de virus dans les selles dans les 15 jours qui suivent l'apparition des signes cliniques. L'homme est fort heureusement le seul hôte réservoir du virus. C'est en fait la poliomyélite aiguë qui pose problème. Poliomyélite vient du grec polio, substance grise, myélite, inflammation de la moelle. Ce sont les lésions créées au niveau de la corne antérieure de la moelle qui vont être problématiques puisque c'est là que se situent les neurones qui vont innerver les muscles et donc ces lésions vont provoquer des paralysies. Elle siège au niveau des membres inférieurs, mais parfois aussi au niveau des muscles respiratoires, pouvant entraîner, bien sûr, la mort. Ces troubles sont parfois transitoires, mais souvent définitifs. Les paralysies sont asymétriques et anarchiques, et une fois installées, elles sont définitives. Il n'y a aucun traitement curateur encore à l'heure actuelle pour la poliomyélite. Une infection sur 200 entraîne une paralysie et 5 à 10% des enfants en meurent par atteinte des muscles respiratoires. Le diagnostic repose sur la présence de virus dans les selles, des paralysies flasques aiguës dans les 15 jours qui suivent les signes cliniques. Tant qu'un seul enfant restera infecté, tous les autres, dans tous les pays, risquent cette maladie. C'est Hein et Medin qui vont faire la première réelle description de la maladie au XIXe siècle. Elle est cependant plus ancienne et on a retrouvé une stèle funéraire égyptienne du prêtre Ruma de la XIXe dynastie avec une retranscription assez exacte qui figure bien la poliomyélite. On le voit très bien sur cette photo avec une hypotrophie du membre inférieur droit. Il y a eu de nombreuses épidémies au XIXe siècle, puis le virus a été quiescent jusqu'en 1910. S'en est hélas suivi plusieurs périodes épidémiques. C'est une maladie qui, en France, est à déclaration obligatoire depuis 2016, en 2009 pour les USA, 2005. C'est Landsteiner en 1908 qui a isolé le virus. En 1931, Burnett et McNamara ont isolé 3 souches de ce virus. Ce sont ces souches qui restent identiques aujourd'hui. En 1948, Enders, Wellers et Robin arrivent à cultiver le virus, ce qui va permettre à Salk en 1955 et à Sabin en 1961 de produire 2 vaccins différents, un vaccin à virus inactivé injectable pour Salk et un vaccin à virus vivant oral pour Sabin. Encore aujourd'hui, il n'y a aucun traitement curateur, le seul traitement est préventif, c'est la vaccination. Pour faire un vaccin, il faut pouvoir cultiver les virus. Et il y a eu beaucoup de techniques qui ont été utilisées dans le temps pour ces cultures, embryons humains, tissus nerveux, prépuces, reins de singe, souris transgéniques et puis actuellement bien sûr des milieux artificiels. Il faut aussi cultiver les 3 types de virus. Le virus de type 1 était responsable de 85% des contaminations et il est aujourd'hui le seul actif, on le reverra.
Le type 2 était responsable de 12% des contaminations au virus sauvage, mais il a posé et il pose encore énormément de problèmes. Et enfin, le type 3 était responsable de 3% des contaminations. Jonas Salk, né en 1914 et décédé en 1995, a été le premier à trouver une vaccination avec du virus inactivé que l'on nomme IPV. Il est né à New York et a travaillé sous les ordres de Thomas Francis. À deux, ils vont d'ailleurs développer un vaccin à virus tué contre la grippe. Il va utiliser cette technique pour le virus de la polio. Pour cela, il retrouve 3 souches de virus sur des cultures de cellules rénales de singes, puis les tue au formaldéhyde, et c'est donc un vaccin qui est fait avec des virus morts. Les premiers tests humains ont lieu en 1952, il le fait également sur lui-même et sa famille et dans un établissement de santé. En 1954, les premiers essais sont faits sur 2 millions d'Américains avec un groupe placebo et une efficacité à 90%. C'est d'ailleurs des plus grands essais cliniques réalisés, le plus grand de l'époque. En 1962, on va remettre en cause l'efficacité du vaccin de Salk et il a été, on le reverra ultérieurement, modifié. Dans les années 1940 et 1950, la polio était la cause du décès ou du handicap de plus d'1 demi-million de personnes chaque année dans le monde. Nous allons voir comment fonctionne ce vaccin inactivé. L'injection de virus morts entraîne la création d'anticorps. Cette immunité sanguine va empêcher la survenue de la maladie. Par contre, le virus ne se développant pas dans le système digestif, il n'y a pas d'immunité muqueuse intestinale et le virus, s'il y a contamination ultérieure, pourra se développer dans le système digestif du sujet immunisé et il pourra contaminer éventuellement d'autres personnes qui ne sont pas vaccinées. C'est ce qu'on appelle le porteur sain. C'est un point très important car aujourd'hui, dans nombre de pays dont le nôtre, c'est le seul mode de vaccination. Nous n'aurons donc pas la poliomyélite, mais en présence de virus, nous pourrons être contaminants pour les autres. Le vaccin inactivé ou IPV est donc un vaccin injectable. Il est utilisé seul depuis 1999. L'avantage principal de ce vaccin est que, ne contenant pas de virus vivant, il n'y a pas de possibilité de développement du virus dans l'organisme. Des inconvénients existent cependant. Premièrement, nous l'avons vu, il n'induit pas d'immunité intestinale muqueuse pour arrêter la transmission. Et deuxièmement, il provoque une immunité qui est limitée dans le temps, d'où la nécessité d'effectuer des rappels. Enfin, il était onéreux avec un coût de 3 $ la dose, mais grâce à Bill Gates, en 2014, le laboratoire Sanofi, en augmentant sa production, délivre actuellement ce vaccin à 0,75 € la dose. Albert Sabin est né en Russie en 1906 et va migrer aux États-Unis à l'âge de 15 ans. Il teste de nombreuses souches virales chez les animaux et sur des cultures de tissus et va trouver 3 souches mutantes qui sont capables de stimuler la production d'anticorps sans provoquer de paralysie. Il développe alors son vaccin oral avec des virus vivants mais à virulence très atténuée. Il ne peut pas faire de tests aux États-Unis vu déjà l'existence du vaccin de type Salk. Et son vaccin va donc être testé avec succès en Union soviétique en 1957. Il est ensuite approuvé aux États-Unis et par l'OMS en 1961. Il y a alors 3 vaccins monovalents, un pour le type 1, un pour le type 2 et un pour le type 3, soit donc un vaccin par souche. Et il va créer un vaccin trivalent qui comporte les 3 souches de virus. Ce vaccin sera lui autorisé en 1963. Alors, comment agit ce vaccin oral? 2 gouttes de vaccin sont données par la bouche. Le virus qui a perdu sa virulence
se développe dans l'intestin, passe dans le sang et entraîne la formation d'anticorps qui protègent l'individu contre la maladie. Le développement intestinal entraîne, lui, une immunité locale muqueuse qui empêchera le développement intestinal ultérieur du virus, et donc le sujet vacciné ne pourra plus être ultérieurement contaminant pour les autres. Cependant, pendant 3 à 8 semaines, le virus normalement peu virulent est évacué dans les selles, ce qui, d'une façon détournée par une transmission fécale-orale, permettra, le cas échéant, de vacciner l'entourage. Mais dans des très rares cas, il peut être de nouveau contaminant et nous verrons pourquoi. Les vaccins oraux ont donc de gros avantages. Ils sont peu coûteux, 0,08 $ la dose, faciles à utiliser même par des non-médicaux. Ils donnent une immunité humorale et muqueuse durable et cette immunité locale muqueuse limite la circulation du virus et rappelons que seul l'homme est porteur de ce virus. Il faut 3 doses de vaccination à 6, 10 et 14 semaines. Il a cependant des inconvénients. Tout d'abord, sa conservation nécessite de respecter la chaîne du froid et les flacons disposent d'ailleurs d'une pastille thermomètre. Et surtout, le virus présente de rares instabilités génétiques avec possibilité de reprise de virulence. La deuxième conséquence de cette reprise de virulence est que le virus étant évacué dans les selles, il est de nouveau contaminant pour la population non vaccinée et peut être porté par des sujets qui n'ont eu qu'un vaccin injectable. La première épidémie de polio vaccinal s'est développée dans l'île d'Hispaniola et il y a encore plusieurs épidémies de ce type par an dans le monde et cela a tendance à augmenter. 90% des polio vaccinales sont liées au type 2 et on a vu que 38% des paralysies flax liées à la vaccination sont également liées au type 2. Si on ne veut plus avoir de polio vaccinal, il faudra donc un jour supprimer le vaccin oral très rapidement après l'éradication de la polio sauvage, mais pas avant, car c'est l'immunité muqueuse qui empêche la propagation du virus. En France, le vaccin inactivé est utilisé depuis 1958 et le vaccin oral depuis 1962, mais son utilisation a été arrêtée en 1982 à la suite de l'apparition de cas de polio vaccinal. La vaccination est obligatoire depuis 1964 avec des rappels normalement y compris à l'âge adulte, mais on se rend compte que si la couverture vaccinale du nourrisson est de 95%, elle n'est plus que de 13% à 65 ans. Les vaccins sont de plus en plus plurivalents et le DT polio, assez connu, coûte 19 €. Il y avait plus de 4000 paralysies par polio en France en 1957 et ce chiffre a nettement diminué depuis l'arrivée du vaccin oral en 1962 et la vaccination obligatoire en 1964. On va maintenant revenir sur l'histoire de la lutte contre la polio. En 1974, on commence à faire des programmes de vaccination. En 1985, le Rotary crée Polio Plus et c'est l'acteur principal qui va entraîner de nombreux pays à s'investir dans cette lutte mondiale, et en particulier les États-Unis. En 1988, il y avait alors 350 000 cas de polio par an sauvages dans le monde. 1000 enfants étaient paralysés par jour. L'Assemblée mondiale de la santé va créer l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio. C'est cette structure qui gère encore l'éradication de la polio dans le monde actuellement.
Elle est composée de 5 acteurs. Le Rotary, présent depuis 1984 avec plus d'1 million de membres, était au départ le principal financeur. Il a fait contribuer le Congrès américain. L'OMS assure la direction et coordonne les acteurs. Le CDC apporte un soutien technique. L'UNICEF se charge des vaccins à tous les niveaux, approvisionnement, stockage, formation du personnel. La fondation Bill et Melinda Gates s'est engagée financièrement depuis 2013. Elle s'est alliée aux dons du Rotary en versant 2 € pour chaque euro collecté. L'IMEP, c'est aussi 20 millions de bénévoles, 200 pays impliqués, 45 milliards de dollars, 1 milliard de dollars par an, 3 milliards d'enfants vaccinés, 10 milliards de doses de VPO. Et c'est 16 millions de cas de polio évités. En 1991, on déclare le dernier cas de polio aux Amériques et 3 ans après, 3 ans sans polio sauvage, le continent est déclaré certifié sans polio, soit donc en 1994. En 1997, c'est au Cambodge que l'on trouve le dernier cas de polio au Pacifique occidental. En 1998, le dernier cas européen en Turquie. En 2006, il n'y avait plus que 4 pays où sévissait la polio sauvage: l'Inde, le Nigeria, l'Afghanistan et le Pakistan. Le dernier cas de polio en Inde est survenu en 2011 et au Nigeria en 2016. L'Afrique a été certifiée cette année en août, exempte de polio sauvage. Aujourd'hui, on a éradiqué 99,9% la polio dans le monde. Et une autre bonne nouvelle, le virus sauvage de type 2 n'est plus réapparu depuis 1999 et le type 3 depuis 2012. Il faut insister sur le fait qu'il s'agit du virus sauvage et non du virus contenu dans les vaccins qui pose des problèmes, on le reverra. Si on a presque éradiqué la polio aujourd'hui, pourquoi faut-il continuer? En 2003, au Nigeria, des rumeurs portant sur le fait que le vaccin apportait le sida, entraînait une stérilité chez les filles, a abouti à un arrêt des vaccinations et à la survenue d'une nouvelle épidémie. Celle-ci s'est propagée à l'Afrique de l'Ouest en 2008 et elle n'a pu être stoppée qu'en 2009. En 2010, une épidémie s'est déclarée au Tadjikistan et au Congo où la vaccination avait été stoppée. Enfin, en 2015, en Ukraine, où seulement 17% des enfants étaient vaccinés depuis 2010, une nouvelle épidémie est survenue. À la Journée mondiale de la santé, en 2019, on considérait qu'en 10 ans, l'arrêt de la vaccination pourrait entraîner 200 000 cas de polio dans le monde. Ban Ki-moon, ancien secrétaire d'État aux Nations Unies, a comparé en 2012 la polio à des incendies de forêt. S'ils sont négligés, ils peuvent échapper à tout contrôle, mais manipulés correctement, ils peuvent être éliminés définitivement. Aujourd'hui, il n'y a plus de feu pour la polio, mais il reste dans 2 pays, le Pakistan et l'Afghanistan, des braises qui peuvent créer de nouveau un incendie mondial. Et hélas, aujourd'hui, l'étincelle n'est pas transportée par le vent, mais par l'avion. On l'a vu avec le coronavirus. Il a été établi des règles pour la campagne d'éradication avec 4 volets. Le maintien de la couverture vaccinale de routine en 3 doses à 6, 10 et 14 semaines, mais ce n'est pas suffisant dans de nombreux pays pauvres. On réalise aussi les journées nationales de vaccination où pendant 2 campagnes, de 1 à 3 jours, espacées de 4 à 6 semaines, on vaccine tous les enfants de moins de 5 ans, et ce, quel que soit leur statut vaccinal. La priorité, c'est d'augmenter la couverture vaccinale, ce qui protège des 2 types de virus, sauvage et vaccinal. Un ciblage au porte-à-porte complète ces campagnes
pour rechercher les derniers malades dans les zones à haut risque. Enfin, on effectue une surveillance des paralysies flasques aiguës, une surveillance virologique du génome viral pour suivre l'évolution des souches et l'origine géographique des virus, de façon à savoir s'il s'agit d'un virus national ou d'un virus importé qui est responsable de la contamination, et il est publié chaque semaine un rapport mondial. Aujourd'hui, il ne reste plus que 2 pays où sévit la polio au virus sauvage, l'Afghanistan et le Pakistan, et en particulier les zones frontières entre ces 2 pays. En octobre 2019, il y a eu, depuis le début de l'année, une totalisation de 20 cas de polio en Afghanistan. On voit ici l'extinction progressive de la polio sauvage dans le monde, avec la disparition progressive de la maladie au Nigeria en brun. Dans les autres pays du monde hors Afghanistan et Pakistan en bleu ciel. Et on voit les cas qui restent actuellement en Afghanistan et au Pakistan en orange et en bleu foncé. Au 8 février 2020, on recensait pour 2019 173 cas de polio au virus sauvage dans le monde contre 30 en 2018. Tous ces cas sont survenus dans les 2 pays, Afghanistan et surtout le Pakistan, et on va le revoir. Depuis le 1er janvier, il y a eu 8 nouveaux cas, toujours dans ces 2 mêmes pays. Toutes les épidémies au virus sauvage sont liées au virus de type 1, car les types 2 et 3 ont disparu. Pour la polio liée à la vaccination, c'est surtout en Afrique que se pose ce nouveau problème, et on va voir ce qui est fait actuellement pour éviter ces épidémies. Le constat aujourd'hui, c'est donc la recrudescence de la polio sauvage en Afghanistan et au Pakistan, et il faut en analyser les causes, trouver les solutions, mais c'est aussi le fait qu'il y a maintenant plus de cas de polio d'origine vaccinale que de polio sauvage. On voit ici la passe de Khyber à la frontière entre les 2 pays où sévit la polio sauvage. Alors pourquoi y a-t-il encore de la polio sauvage en Afghanistan ? Premièrement, il y a eu une interdiction partielle de campagne de porte-à-porte en mai 2018. Cette interdiction est devenue totale dans le pays à partir d'avril 2019, et on voit en haut à droite sur le graphique que les cas de polio ont nettement augmenté depuis ce mois d'avril. C'est donc un gros problème géopolitique, et l'on estime que de ce fait la couverture vaccinale est très insuffisante, à moins de 70%, et il faut au moins 80% pour que l'on puisse dire que globalement on a une couverture satisfaisante. Deuxième élément, il y a peu de femmes aux instances, or ce sont les femmes qui assurent la vie des foyers, et ce sont elles qui peuvent entrer facilement dans les maisons pour faire éventuellement les vaccinations. Enfin, il y a des zones d'insécurité, des villages très isolés et un flux migratoire important avec le Pakistan, ce qui ne permet pas de contrôler l'ensemble des populations. Au Pakistan, on retrouve les mêmes causes avec en plus la peur des vaccinateurs à aller dans des zones dangereuses, mais aussi la peur de la vaccination du fait de rumeurs répandues par les talibans et les religieux, selon lesquels les vaccins contiennent des ingrédients interdits par l'islam, comme du porc, ou qu'ils causent l'infertilité. L'Occident les diffusant, selon eux, pour réduire la population pakistanaise. Ces rumeurs se sont intensifiées depuis que la CIA a organisé une fausse campagne de vaccination pour retrouver le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, tué en 2011 par des forces américaines dans la ville de garnison pakistanaise d'Abbottabad. Les activités de vaccination supplémentaires ont eu un impact insuffisant au Pakistan et en Afghanistan par défaut de planification et de surveillance, et il reste des poches non prises en charge. Et puis, il faut bien voir l'impact de 100 paralysés par an dans un pays où un enfant sur 10 meurt avant l'âge de 5 ans. L'insécurité est également un problème majeur,
Et cet article publié le 25 avril 2019 confirme les risques avec, pour la première fois, 3 membres d'une équipe de vaccination qui ont été assassinés. Alors pour éradiquer la polio sauvage, de nouvelles stratégies sont mises en place. 260 000 agents de santé participent à la campagne de vaccination et environ 150 000 policiers escortent ces équipes. On a développé un système de surveillance de la polio en temps réel, avec des applications sur portable, et on voit ici géolocaliser tous les cas de polio. On a augmenté le nombre de femmes pour les missions. On a amélioré les activités de vaccination supplémentaires, enfants disparus, mobilisation sociale, consensus avec les pays pour la fréquence, les vaccins à réaliser, et où et comment. Travail avec les politiques et les religieux, tant sur le plan national que sur le plan local, et un gros travail aux frontières pour capter les flux migratoires. Le secrétaire général des Nations Unies s'est récemment rendu au Pakistan et a pu obtenir un appui politique auprès du ministre de la Santé pour faire disparaître les obstacles religieux et communautaires qui entravent les campagnes de vaccination. Le deuxième problème est lié aux épidémies de polio par le virus de la vaccination, avec un nombre de cas qui dépasse actuellement les cas de polio sauvage, et ce surtout dans des territoires où la polio sauvage est éradiquée. C'est en effet en Afrique qu'on a le plus grand nombre de cas, mais on en retrouve également en Birmanie, aux Philippines et un cas en Chine. L'origine de la polio vaccinale, on l'a vu, est liée à la réactivation de la virulence du virus par d'autres entérovirus. Si le virus sauvage de type 2 a disparu depuis 15 ans, il est responsable de la plupart des flambées épidémiques liées à la vaccination. Il est également, on l'a vu, responsable de 38% des paralysies liées à la vaccination. Il était donc logique de ne plus utiliser le type 2 lors des vaccinations orales. Quelles sont les stratégies adoptées depuis 2016 pour lutter contre ces épidémies au virus de la vaccination? On le voit à gauche, remplacé le VPO trivalent. Vous voyez que dans les gouttes, il y a le type 1, 2 et 3. Par le VPO bivalent, on voit à droite, il n'y a plus que le 1 et le 3. Et on va adjoindre dans les zones à risque une dose de VPI pour assurer la protection individuelle au type 2. Elle peut maintenant se faire d'ailleurs sans injection, mais reste coûteuse. Le bilan, c'est donc 16 millions de personnes qui ont évité la paralysie. C'est aussi 855 000 vies sauvées. C'est une économie globale de 128 milliards de dollars, puisque le traitement de la polio coûte plus cher que son éradication. C'est une dépense globale de 67 milliards de dollars. Le dernier plan d'éradication a été publié récemment. Il faut parvenir à un monde sans polio sauvage, et des campagnes ciblées de vaccination au Pakistan et en Afghanistan sont faites avec un VPO mono type 1 associé à un VPI en dose fractionnée, en intradermique sans aiguille. Il faudra 3 ans sans isolat de virus de type 1 et l'on pourra 1 an après alors arrêter le VPO. Il faut stopper en 120 jours les flambées de polio d'origine vaccinale et des équipes d'intervention rapide ont été créées à Genève et en Afrique pour réaliser des activités de vaccination supplémentaires. Il faut utiliser le nouveau vaccin oral monovalent de type 2 qui est plus stable génétiquement mais qui doit être testé et favoriser aussi la recherche d'un vaccin inactivé qui puisse conférer une immunité mucosale. Il est nécessaire de poursuivre la surveillance environnementale et de limiter plus tard au maximum les centres qui pourront garder les virus. Aujourd'hui, on vaccine 400 millions d'enfants par an dans 40 pays, soit
1 milliard de doses. Grâce à tous les réseaux, toutes les structures mises en place pour lutter contre la polio, les activités instaurées ne se cantonnent pas à la lutte seule de la polio. Cela est nécessaire car la lutte contre la polio ne paraît pas prioritaire dans les pays défavorisés face aux autres besoins, et cette aide supplémentaire permet de mieux accepter les campagnes de vaccination. C'est le plus de notre Polio Plus, avec des formations à l'hygiène ou, comme illustré sur cette photo, une formation à la santé de la mère et de l'enfant. Cela permet également de donner un accès à l'eau, de distribuer de la vitamine A, qui a permis de diminuer le nombre de maladies, de vacciner également contre un autre fléau, la rougeole. On utilise également ces structures pour surveiller et répondre aux épidémies, actuellement la Covid, mais aussi la fièvre jaune, Ebola, la peste bubonique. Enfin, on distribue des moustiquaires et des médicaments pour lutter contre l'un des premiers fléaux mondiaux, le paludisme. Le budget est de 4,2 milliards de dollars, auquel il faut ajouter près d'1 milliard pour le vaccin, en particulier le VPI, et un stock de vaccins oral qui ne sera utilisé qu'en cas de flambée après son retrait mondial. On voit que les dépenses devraient décroître progressivement jusqu'en 2023. Le budget pour les 2 pays endémiques reste important et représente 54% du budget total. 5% sont réservés aux flambées épidémiques. Voici la carte des zones de surveillance environnementale qui consiste essentiellement à une analyse des eaux usées. Les risques majeurs de l'éradication de la polio ne concernent ni la science, ni la biologie, ni la virologie. Ils relèvent plutôt de la réorientation des efforts vers les réalités actuelles qui empêchent les interventions sanitaires essentielles afin de permettre à l'IMPE de s'adapter et d'avoir les moyens d'agir en urgence et de façon efficace pour réaliser cet objectif historique. On ne peut arrêter aujourd'hui car si l'on arrête les vaccinations de masse, 10 millions d'enfants seront à nouveau paralysés et 1 million mourront dans les 30 prochaines années. 20 millions de personnes dans le monde vivent avec des séquelles de polio. Leur traitement coûte à la société chaque année 1,5 milliard de dollars. Le traitement de la polio coûte plus cher que la vaccination. Voici la répartition des cas mi-2020, avec une augmentation significative des cas de polio sauvage par rapport à 2019, qui était déjà une mauvaise année en comparaison à 2018. Augmentation également des cas de polio d'origine vaccinale, avec de nouveaux pays, et les politiques de vaccination vont être modifiées dès que l'épidémie de Covid permettra un meilleur retour sur le terrain, car, comme le dit Judith Diman, présidente du Rotary Polio Advocacy, la fenêtre d'opportunité pour parvenir à un monde sans polio ne restera pas ouverte pour toujours. Le moment est venu d'agir d'urgence. 1 euro, c'est 15 vaccins. 30 euros, notre dotation annuelle par rotarien, c'est 450 vaccins oraux. Et sur cette photo, c'est seulement 20 centimes d'euros qui séparent ces 2 enfants. Chaque rotarien doit encore soutenir cette grande action. Et pour chaque euro versé, la Fondation Gates apporte 2 euros supplémentaires. Nous sommes à ça d'entrer dans l'histoire, à ça de changer le monde. Nous sommes à ça. Nous sommes à ça de garantir qu'aucun enfant ne souffrira plus jamais de cette maladie.
À ça. Nous sommes à ça d'en finir avec la polio. À ça d'en finir avec la polio. Nous avons besoin de vous. De vous. De vous. À ça. Entrez dans l'histoire à Rotary.org. Nous sommes à ça We are this close. d'entrer dans l'histoire, à ça de changer le monde. Nous sommes à ça. Nous sommes à ça de garantir qu'aucun enfant ne souffrira plus jamais de cette maladie. Plus jamais. À ça. Nous sommes à ça d'en finir avec la polio. À ça d'en finir avec la polio. Nous avons besoin de vous. De vous. De vous. À ça. Entrez dans l'histoire à Rotary.org.